D'ailleurs, on n'a pas dit, est-ce qu'il mérite l'Oscar? Franchement, il ne mériterait pas, tu vois, pour moi. Alors que, pour le coup, j'étais pas parti gagnant, quoi. Ces Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, le professeur? Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne pour un tétard. Clin d'œil à ma nana. Alors, certes, il y a eu des scènes de panique, Banane. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-meuille? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LCDS. LCDS, c'est le format critique de l'année sortie où on analyse un film ou une série. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, j'ai envie de chanter. T'as pas envie de chanter, toi? Bah, ça m'arrive, ouais. Quelquefois. Ouais. Ouais. En plus, là, on parle techniquement, d'un genre peut-être, enfin d'un genre. C'est ça qui est intéressant, mais toi, t'aimes bien le rock, toi, non? Putain, j'ai l'impression de parler comme un vieux, comme un boomer. Hein, comme un vieux de l'époque qui était là, t'aimes bien le rock, jeune? Mais toi, t'es fan de rock, toi. Oui, si tu veux, enfin, je suis plutôt métal, mais ok, ouais, si tu veux. Écoute, moi, je me connais tellement en musique que pour moi, le métal, c'est genre un genre de rock, mais un peu plus hardcore, tu vois. Ok, si tu veux. Ah, donc c'est un peu faux ce que je dis, mais pas trop? Ouais, c'est ça. Bon, il y a des guitares électriques, quoi. Voilà, il y a une batterie. Bah là, on va parler de guitare électrique en plus. Oui, tu vois, oui, c'est bien parfait. C'est parfait. Mais toi, Bob Dylan, puisque là, voilà, c'est un biopic sur Bob Dylan, personne n'est choqué. Tu Attends. t'intéressais un peu On n'a pas dit de quoi on parlait sur le coup. Bon, t'es cru sur la miniature. C'est qu'on parle d'un parfait inconnu. Mais Bob Dylan, là, Oui. le personnage ou même sa musique, est-ce que toi, tu es fan ou t'as déjà écouté ou alors tu t'en fous complètement? Je connaissais à cause d'une chose, Watchmen de Snyder. la séquence d'ouverture. Je crois que les fans de Bob Dylan, ils vont te détester. Hein. Bah oui, mais ça, c'est la chanson The Time Has Changed, je crois que ça s'appelle un truc comme ça. Ouais. Je l'ai connu avec Watchmen, vraiment. Donc voilà, après moi, je connais pas plus que ça Bob Dylan. Je connaissais rien du tout. Donc c'est encore les comics qui t'ont amené vers quelque chose. Ouais. C'est l'histoire de notre vie. Ouais, moi je connais la chanson Like a Rolling Stone parce que c'est la chanson la plus connue, je pense, de Bob Dylan et je l'aime bien. Voilà, mais après Bob Dylan en soi, c'est pas c'est trop vieux par rapport à moi. Parce que moi je suis né fin des années 90, donc c'est un peu tard pour moi, même si il est encore en vie et je crois qu'il écrit encore des musiques et tout, hein, mais voilà, c'était pas ma génération. Et puis en tant que personnage et tout ça, je le connais un peu de loin, tu vois, je sais un peu l'aura qu'il a, mais je me suis jamais vraiment intéressé à Bob Dylan pour le coup, donc nous allons parler d'un parfait inconnu en n'étant pas du tout expert de Bob Dylan, hein, voilà. Ouais, même des fois, je me demandais si je confondais pas avec Johnny Cash. Donc, Ah bah c'est marrant que tu confondes avec Johnny Cash puisque Johnny Cash est dans le film, mais en même temps James Mangold a fait un film sur Johnny Cash aussi, donc, voilà. qui s'appelle Walk the Line, donc ouais, la boucle est bouclée. Mais du coup voilà, Ista, on va parler de quoi puisque personne ne sait de quoi on va parler. Ça fait 3 fois qu'on le dit, mais ok, d'accord. Et on va parler de Un parfait inconnu, A Complete No, donc qui est un film américain réalisé par James Mangold. Ouais, ils ont traduit le titre A Complete Unknown alors que ça faisait référence à la musique Like a Rolling Stone, mais bon, écoute, ils ont traduit en français en parfait inconnu, pourquoi pas. Écoute, James Mangold, réalisateur américain qui est en activité depuis 30 ans, hein, je pense à peu près. Est-ce que tu aimes bien James Mangold? Ouais, moi j'aime plutôt ce qu'il fait. C'est pas des chefs-d'œuvre, mais je trouve que ce qu'il fait c'est toujours assez solide techniquement, scénaristiquement. Enfin, c'est toujours un bon moment à passer. Moi j'aime plutôt bien ce film. Est-ce qu'il a fait des grands films? Je sais pas, mais je trouve qu'en tout cas il a fait des très bons films et des films très solides en fait, comme tu as dit. Moi j'aime beaucoup. Il a fait un film qui s'appelle Copland avec Robert De Niro et Harvey Keitel et Sylvester Stallone, qui est dans un rôle un petit peu un contre-emploi. Et c'est un thriller policier qui est génial. Après j'aime bien Identity, j'aime beaucoup 3h10 pour Yuma aussi, je trouve ça vraiment bien. Logan, je trouve que c'est un des meilleurs films de super-héros, enfin voilà, tu vois, qu'on a eu au cinéma, hein. Et Le Mans 66, c'est peut-être mon préféré de lui quand je réfléchis, hein, qui m'avait vraiment beaucoup touché pour le coup. Et ouais, James Mangold, quand on regarde sa filmographie, on se rend compte que c'est un peu un touche à tout, quoi, parce que il a touché un peu à tous les genres. Donc le western avec 3h10 pour Yuma, le biopic ici avec Walk the Line, le thriller avec Identity, le polar Copland, le film d'action un peu bourrin là avec Night and Day. Enfin, il a fait le film de super-héros évidemment.
film de course, c'est vraiment un touche à tout, quoi. Il va faire un Star Wars bientôt. Il va faire un Star Wars aussi bientôt. Et c'est un mec, quand on remarque bien ses projets, il alterne souvent des grosses prods et des projets un peu plus personnels. Je dirais pas des petites prods parce que bon, là, Parfait Inconnu, c'est pas non plus une petite prod, mais en tout cas, c'est un projet qui le touche beaucoup plus, je pense, que là, il avait fait Indiana Jones, qui était la grosse machine de Disney, etc. Donc voilà, il alterne un peu tout ça. Et moi, je trouve qu'en fait, c'est un très bon artisan, James Mangold. C'est-à-dire qu'il a une mise en scène classique mais efficace, et c'est-à-dire que lui, ce qui priorise, je crois que ça se dit, c'est qu'en fait l'effet dans la mise en scène ne doit pas s'imposer au récit, en fait. C'est-à-dire que voilà, c'est une mise en scène assez smooth. Je sais pas comment la traduire en français, mais voilà, c'est-à-dire qu'elle prend jamais le pas sur ce que ça doit être, sur ce que ça raconte. Et moi, je trouve que oui, en fait, tous ces films se tiennent plutôt bien. Il y a des films que j'aime moins, je pense Wolverine, le combat de l'immortel, c'est pas le meilleur film de tous les temps. Indiana Jones, c'était pas non plus incroyable, même si j'ai pas détesté le film, mais voilà, il a fait des films que je trouve incroyables, comme Walk the Line, c'est un autre biopic sur Johnny Cash avec Joaquin Phoenix, qui est incroyable dedans, et qui a un biopic qu'on peut décrire comme classique, c'est-à-dire voilà, qui va retracer du début de Johnny Cash, et puis après on va voir plus loin comment a évolué sa relation avec la musique et tous ses déboires et tout, mais c'est pas un biopic édulcoré. Vraiment comme on en a partout maintenant, à la Bohemian Rhapsody, là vraiment il se prend de la drogue, il est dans des états pas possibles, tu vois, et en fait il a un point de vue en fait sur les personnages qu'il traite, quoi, James Mangold, et c'est ça qui le différencie d'autres biopics où en fait c'est en mode je peux pas toucher la star, tu sais, c'est la star immaculée, et c'est vraiment l'adoration pour la personne. On a eu par exemple le Monsieur Aznavour, le film sur Charles Aznavour, et en fait le film est, enfin voilà, il est en mode c'est Dieu, quoi, Charles Aznavour. Donc en fait il y a aucune déboire et tout, enfin il est vraiment montré comme un génie et tout, enfin c'est très lisse et tout, et c'est vraiment horrible. Et Walk the Line, c'était vraiment un biopic qui m'a vraiment pris et qui était superbement interprété, et surtout qui s'attardait sur la relation de Johnny Cash avec sa femme, je ne sais plus le nom, mais en tout cas qui est interprétée par Reese Witherspoon, et ça marchait super bien. Et il aime bien certains parcours de personnages dans sa filmo, comme j'ai pu voir, c'est qu'en fait il aime bien les persos limités, ou bloqués dans une certaine situation, et qui vont avoir une genre d'émancipation ou de rédemption. Tu vois, c'est par exemple quand il arrive sur Wolverine, c'est marrant parce que Wolverine, c'est quelqu'un quand même qui est invulnérable et tout, et en fait dans les deux films il réduit son invulnérabilité, en fait il le limite, et en fait c'est comme ça qu'il arrive à créer de l'enjeu, et voilà, quoi. Et Logan, c'est l'histoire quand même d'une genre de rédemption aussi. 3h10 pour Yuma, c'est la même chose. En fait il y a souvent ça, en Copland aussi, enfin c'est souvent ça le genre de personnage qu'il aime bien, et voilà, quoi. James Mangold, c'est un mec qu'on aime plutôt bien ici. Pour le coup. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur la production du film? Oui, donc le film, il s'agit d'un biopic sur Bob Dylan, donc un film biographique adapté du livre Dylan Goes Electric de Elijah Wald. L'intrigue est centrée sur la polémique autour de son passage aux guitares électriques dès 1965. C'est ça, donc ça adapte vraiment un morceau de sa vie, parce qu'en fait Bob Dylan, quand tu te renseignes un peu sur le gars, tu te rends compte que le mec a plusieurs vies, plusieurs visages, plusieurs facettes, et en fait on sait jamais vraiment qui il est, quoi. En fait il a toujours joué sur ça, sur le fait d'être un personnage un peu trouble avec plein de facettes, quoi. Et il y a un film, voilà, qui s'appelle I'm Not There, de Todd Haynes. Donc Todd Haynes qui a fait May December l'année dernière, et Carol par exemple avec Kate Blanchett, qui est assez connue. Et en fait ça parle de c'est un genre de biopic en fait sur Bob Dylan, puisque en fait il y a déjà eu plusieurs films sur Bob Dylan. Il y a eu I'm Not There, mais aussi il y a eu des documentaires d'un certain Martin Scorsese, je sais pas si tu connais, qui a fait un ou deux documentaires, parce qu'il aime bien faire des documentaires musicaux, lui. Voilà, entre deux films, enfin entre deux films de fiction. Et en fait I'm Not There, c'est un biopic assez spécial, parce que en fait il y a 7 acteurs qui interprètent Bob Dylan, en fait. En fait il s'est rendu compte, Todd Haynes, qu'en fait la persona de Bob Dylan est indescriptible, en fait. Tu peux pas faire un biopic vraiment sur lui, en fait, où vraiment tu rentres dans sa psyché, etc. Et donc il détourne les codes du biopic classique, et il prend plusieurs personnes pour jouer le personnage, et du coup il embrasse complètement la psyché du personnage, et c'est un film un peu arty, quoi, un peu expérimental, en fait. Et c'est assez fascinant comme film, vraiment à voir, même si c'est un film qui est vraiment mal aimable, vraiment, parce que si par exemple tu connais rien à Bob Dylan, ça va être compliqué, quoi. Ça veut dire que moi quand je l'avais vu, j'étais vraiment extérieur au truc, parce que tu vois, déjà tu comprends pas trop ce qui se passe. La narration, elle est vraiment entrecoupée de plusieurs personnages qui jouent Bob Dylan à plusieurs
moments de sa vie, mais de manière très cryptique, quoi. Et en plus, Bob Dylan, c'est aussi un perso assez antipathique, quoi. Donc, juste pour s'attacher et tout, c'est très compliqué. Et c'est un peu ça le reproche que je ferais à Amnotzer, quand même, c'est que c'est un film qui est quand même très fermé sur lui-même, voilà, et qui s'intéresse beaucoup plus à l'artifice plus qu'au fond. Et j'ai l'impression, du coup, il s'enferme un peu dans son dispositif et il laisse vraiment extérieur toute personne qui est pas vraiment fan de Bob Dylan ou quoi. Mais au moins, c'est un biopic vraiment original, mais il est vraiment à l'inverse un peu du biopic qu'on va traiter ici, c'est-à-dire que le biopic, comme je disais, de Amnotzer, pour moi, il fait vraiment passer l'artifice, son dispositif, à la place du fond, en fait, et du fond émotionnel possible du film, en fait. Et pour moi, c'est ce que, bon, je vais un peu spoiler mon avis, mais c'est un peu l'inverse que James Mangold fait, et je trouve que les deux idées, en tout cas les deux films, peuvent se répondre comme ça, et surtout les deux films sont vraiment intéressants, et bon, voilà. Okay. Et donc il y a le personnage de Pete Seeger qui devait revenir à l'acteur Benedict Cumberbatch, mais au final c'est Edward Norton qui va l'incarner. Ouais, parce que Pete Seeger, c'est un peu le mentor un peu dans le film, et oui, c'était Benedict Cumberbatch qui aurait pu avoir une nomination aux Oscars, du coup, puisque Edward Norton est nommé, mais du coup, il a pas pu. Je sais pas pourquoi il a pas pu, parce que j'ai l'impression que ça fait un moment que je l'ai pas vu Benedict Cumberbatch, à part dans les Strange et tout. Oui. Peut-être une connerie, mais enfin bref, budget assez gros quand même. Bon, c'est un biopic, hein, mais il a coûté entre 50 et 70 millions. Ouais. Il me semble que c'est quand même 70 millions, c'est 2 fois moins que Bohemian Rhapsody, je crois. Parce que je crois que Bohemian Rhapsody, c'est entre 150 et 200 millions. Ils avaient abusé. Oui, après, vu le carton du film, bon. Ils ont pas tant abusé que ça quand tu vois combien il a fait. Vous avez compris. Est-ce qu'on n'attaquerait pas le film, Ista? On peut, ouais. C'est parti. Laisse-moi ça! Monte à fond! Fais du bruit, Bobby. New York, début des années 60, au cœur de l'effervescente scène musicale et culturelle de l'époque, un énigmatique jeune homme de 19 ans arrive dans le West Village depuis son Minnesota natal avec sa guitare et un talent hors norme qui changeront à jamais le cours de la musique américaine. Timothée Chalamet, Edward Norton, Elle Fanning, Monica Barbaro, Boyd Holbrook et Scoot McNairy et plein d'autres acteurs. Ista, la traditionnelle question. Qu'est-ce que tu as pensé rapidement sommairement de Un parfait inconnu ou A Complete Unknown? Déjà, juste une chose, maintenant que tu m'as dit que c'était Boyd Holbrook, ça vient de j'avais pas du tout reconnu l'acteur. Mais en Johnny Cash. Il joue Johnny Cash, oui. Mais oui, maintenant que tu le dis, mais oui, c'est lui. Et il a déjà travaillé avec Mangold, du coup, sur Logan, et je crois dans Indiana Jones, il a un petit rôle aussi. Ouais, ça devient un de ses acteurs fétiches, on dirait. Mais ouais. Oui, tu disais mon avis? Bah oui, comme à chaque fois. J'ai bien aimé. Voilà. Et à plus. Salut. J'ai bien aimé, je trouve que c'est un film assez solide. Après, je trouve qu'il reste quand même dans le biopic assez classique au final, mais moi, comme je connaissais pas trop Bob Dylan et tout, ça m'a appris pas mal de choses quand même. Après, j'étais renseigné sur certains trucs et tout. Mais j'ai trouvé ça pas mal. Chalamet, il compte plutôt bien le personnage de Bob Dylan, sur le coup. Et puis en plus, il y a un peu cette histoire de passage de la folk à l'électrique qui a fait un peu toute une histoire aux États-Unis. J'étais pas du tout au courant sur le coup. Dans les années 60, la folk, c'était genre la musique la plus populaire aux États-Unis. Ça, je savais pas du tout et ça m'a appris des trucs un peu. Mais sur le coup, j'ai bien aimé tous les acteurs. Le casting, il est bon. L'histoire, elle est intéressante. Après, j'ai pas grand chose à dire de plus, c'est juste que c'est plutôt bien foutu. C'est un film assez solide, comme on disait tout à l'heure, dans la lignée de ce que fait Mangold généralement, quoi. Et puis ouais, je sais pas, j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça très sympa. Ouais, moi ça a été une bonne surprise quand même ce film, parce que je savais pas du tout si c'était une bonne idée en fait, parce que bon, moi déjà les biopics musicaux, je suis un peu saoulé des biopics musicaux parce que je trouve qu'ils se ressemblent et qu'ils ont souvent rien à dire à peu près sur leur sujet. C'est un peu des trucs pour se faire un petit peu mousser, quoi. Ouais, je voulais dire aussi, il y a plus de chansons que dans Wicked. C'est pas une comédie musicale et il y a plus de chansons que dans Wicked. C'est vrai qu'il y a énormément de ça chansons. chante beaucoup. Je suis pas fan de Timothée Chalamet pour le coup. Bon, je l'avais bien aimé dans Dune 2, mais à part Dune 2, j'avoue que je suis pas fan du gars, quoi. Mais donc, du coup, j'étais vraiment et même Bob Dylan, comme j'ai dit, je m'en fous un peu, voilà, désolé, mais j'aime bien quelques scènes de ses musiques, mais je suis pas fasciné vraiment par le gars. Donc il y avait tout pour que je me dise, ouais, j'ai pas trop envie d'y aller. Et en fait, j'ai plutôt aimé, en fait, parce qu'en fait, c'est un film qui est
qui est faussement classique selon moi, et surtout qui a bien compris le personnage de Bob Dylan, et après la mise en scène, je la trouve superbe de Mangold, et ouais, moi en fait je trouve le personnage finalement de Bob Dylan assez fascinant en fait. Et je trouve que vraiment il le rend vraiment hommage dans ce film. Il le rend déjà beaucoup plus accessible que I'm Not There, ça pour le coup, mais en même temps c'est pas un biopic édulcoré non plus, c'est pas un biopic qui va te prendre par la main, et je pense que c'est un film qui divise, tout simplement, mais je pense qu'il est beaucoup plus intéressant que beaucoup de biopics malheureusement qui sortent un peu chaque mois, on a l'impression. Et ouais, écoute, voilà, pour rentrer un peu dans le truc, on va quand même se poser la question, est-ce qu'on a enfin un biopic musical original? Pour le coup, c'est vraiment la grande question, parce qu'il y en a plein. On a eu Bob Marley l'année dernière, Monsieur Aznavour, on a eu celui sur Amy Winehouse, là on a eu celui de Better Man sur Robbie Williams en Angleterre. On est assailli de ça. Moi je trouve que c'est un biopic qui a une mise en scène assez classique, mais qui est pas si simple que ça en fait, parce que il tombe pas dans les erreurs que beaucoup de biopics font. C'est-à-dire que déjà celui-là, il se concentre sur une période donnée, et c'est vraiment un fléau dans certains biopics musicaux ou même biopics tout court, c'est que c'est des biopics qui veulent traiter de toute la vie d'un artiste. Donc c'est par Monsieur Aznavour qu'on a eu, c'était ça, c'est qu'en fait ça veut traiter son enfance, ses traumas d'enfance, puis après comment il est devenu un peu célèbre, puis la chute, puis en fait jusqu'à sa mort. Et en fait le film veut tellement traiter de facettes de son personnage qu'en fait il traite rien du tout en fait. C'est juste qu'il picore à droite à gauche, et en fait il traite très légèrement en fait chaque sujet, et il va jamais au fond des choses. Et c'est pour ça qu'en fait je pense que les meilleurs biopics, c'est ceux qui s'attardent vraiment sur quelque chose. Walk the Line l'avait compris, c'est-à-dire que ok, ça vient au début, ça se concentre sur l'enfance parce que il y a quelque chose qui se passe dans son enfance, à savoir la mort de son frère, du frère de Johnny Cash, qui va un peu marquer sa vie. Mais en fait après le film se concentre vraiment sur la relation de lui et sa femme, et en fait c'est ça les meilleurs biopics, c'est en fait ceux qui s'attardent sur des éléments concrets en fait des artistes ou des personnes qu'ils adaptent quoi. Et là ça traite vraiment du moment où en fait il devient célèbre en fait, Bob Dylan, au moment où, parce que c'est sur 4-5 ans je crois la période. Ouais, il y a une ellipse à un moment, une petite ellipse de 3 ans je crois. Ouais. C'est ça, au moment où il devient vraiment célèbre et tout. Et en fait on traite du moment où en fait il va devenir le successeur de la musique folk en fait, et au moment où il va vouloir se libérer de ce fardeau, je pense, pour lui, en prenant la guitare électrique. Et c'est le moment charnière en fait où il passe à la guitare électrique. C'est un peu la symbolisation de la mort du genre folk, donc de la musique folk qui était populaire, et lui qui était censé être le successeur de tous les chanteurs folk et tout, il choisit de pas rentrer dans une case, de ne pas être de pas faire de la musique folk. Il se branche sa guitare électrique et il va faire du rock and roll, voilà. Et il va devenir la légende qu'on le connaît. Il va se mettre ça traite aussi de sa relation entre lui et le public, parce que une relation assez tendue. On se remarquera jusqu'à la fin où voilà, il se met le public à dos. Et je pense que c'est un moment hyper symbolique en fait, parce que c'est vraiment le meilleur moment pour traiter de Bob Dylan, parce que en fait ça symbolise, en fait ça résume tout le personnage en fait de Bob Dylan. Ce moment ça symbolise tous les changements du personnage en fait, et son envie en fait de pas être dans des cases. Voilà, c'est vraiment ça Bob Dylan, d'avoir plusieurs facettes, de pouvoir, parce que c'est ça qui fuit en fait tout le film, d'être enfermé dans une relation, d'être enfermé dans un style et tout. Et donc voilà, c'est un peu cette période là qui symbolise tout ça. Et donc le film est assez intelligent pour prendre, il adapte le bouquin, mais en tout cas c'est assez intelligent de prendre ce moment là. Et ça traite évidemment des changements de l'Amérique aussi à cette période-là, où il y a pas mal de changements historiques et politiques autour de lui. Et Mangold, à travers ce personnage-là, fait un portrait aussi de l'Amérique. Et ça, vraiment, c'est en ça que je le trouve assez original quand même, ce biopic. Même si il paraît quand même assez classique, on va pas se mentir. Ouais, dans l'idée ça me paraît quand même assez classique, où ça se finit sur un gros concert quand même et tout. Mais oui, c'est vrai qu'il y a, ça parle de la musique folk en général. Même en fait, il y a tout un sujet sur la musique folk, pas que sur Bob Dylan. En fait, c'est pas concentré sur Bob Dylan. Il y a même un truc un peu politique, des trucs un peu qui m'ont un peu surpris sur la crise des missiles à Cuba. Ouais, oui, ça j'ai pensé X-Men. À chaque fois. J'ai dit heureusement qu'il y a les X-Men à ce moment-là. Mais c'est fou quand même, parce que ce passage, ils ont failli se faire raser quoi. Les États-Unis, c'est quand même une dinguerie quoi. Oui. Et j'adore. On en parlera après, mais il y a ce moment quand même assez lunaire où on a l'impression que c'est la fin du monde quoi. Dans les rues de je sais pas dans quelle ville ils sont. Je sais plus non plus. C'est un peu ce moment où en fait on a l'impression de passer dans un autre monde quoi. Et c'est un peu aussi la symbole de la fin du folk en fait, de ce moment où Bob Dylan rentre. En plus lui, j'adore quand il marche serein dans la ville. Alors que il se casse la gueule, tu vois. Tu vois des gens qui commencent même à paniquer et tout. Ouais. C'est ça, mais c'est un peu aussi la symbole de la fin
d'une ère, quoi, symbole de la fin de la musique folk, etc., quoi. Et c'était bien vu. Ça, et puis la mort de JFK aussi, donc ils font référence. Oui, en fait, il y a plein de choses qui se sont passées dans les années 60. Ouais. C'était un peu la fête, quoi, et tous ces changements politiques, tout ça, quoi. Même si je trouve que quand même le film, voilà, parce qu'il est pas parfait, tombe quand même dans certains écueils du biopic Wikipédia, quoi, je trouve. À base de petites anecdotes, ou aussi, par exemple, il y a beaucoup de clins d'œil et de caméos de chanteurs connus, tu vois, genre Johnny Cash. Bon, je crois qu'il était dans le livre et tout, mais je pense que vraiment il se fait plaisir de mettre Johnny Cash parce qu'il a fait un biopic sur lui avant. Mais il a vraiment une grosse place et tout. Je me dis, est-ce qu'il est pas un peu dans le clin d'œil, voilà, parce que c'est un peu fun, tu vois, à certains moments. Puis il y a Johan, mais bon, ça doit être un vrai truc, je pense. Oui, bah ça, après c'est ça, oui. Après c'est ça, là, une vraie relation avec lui. Voilà, pour le coup. Donc ça, c'est normal un peu de la traiter, mais c'est vrai qu'il y a certains moments où t'as l'impression que c'est un peu biopic anecdote. On va te dire, ah bah, Dylan, il a fait ça et tout. Bon, c'est léger, hein, je chipote, mais il y a quand même des moments où ça m'a un peu sorti. J'étais en mode, bon, voilà. Et après, on est aussi dans les années 60, dans la musique folk et tout. Je pense que Bob Dylan, il prend beaucoup plus de drogue et d'alcool que ça, on va pas se mentir. Je pense ouais, que... il y a moyen, ouais. C'est vrai. En fait, on le voit fumer clope sur clope. Par contre, il fume tout le temps. Ah bah ça, c'est abusé. Mais non, la drogue, on voit pas de drogue, je crois pas. Hein. C'est pas sur ça. Bah on le voit beaucoup boire, je crois, certains moments, mais on le voit pas. Oui, on le voit pas aimer. Enfin, comme tu vois Johnny Cash, à un moment, on le voit. On voit, il arrive plus à marcher d'un certain moment, oui. tu vois, il est complètement déchiré. Et on le voit jamais dans cet état-là, alors que je pense que Johnny Cash, il devait être dans des états pas possibles aussi. Oui. Enfin, Bob Dylan, il devait être dans des états de fou, quoi. Même si ça paraît édulcoré, moi, je pense pas que c'est un biopic édulcoré. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, la nature du personnage même qu'il adapte, à savoir Bob Dylan, ne permet pas de faire un biopic édulcoré, en fait. Parce qu'en fait, c'est un personnage qui est fascinant. C'est-à-dire que on peut pas le capter, quoi, ce Bob Dylan. Et pour le coup, c'est ça que je trouve ça assez fou, quoi. C'est que... En plus, dans le film, il sort un peu de nulle part, quoi. Il arrive dans l'hosto, là. C'est pas d'où il sort, et quoi. Et puis il fait une musique, et le mec, il dit, oh, c'est incroyable et tout. Mais en fait, il demande même pas d'où ils viennent et tout. C'est, d'un coup, ça devient une star. Non, mais t'as raison, enfin, il a un côté hyper énigmatique, en fait, ce personnage. Mais en fait, il a presque une apparition mystique, en fait, dans le film. C'est-à-dire qu'il débarque, il a sa guitare, il a un look un peu spécial, tu vois, il a son truc, et il débarque complètement de nulle part. Et j'adore aussi que le film te dit, on ne saura jamais vraiment d'où il vient. Ouais. Il y aura pas de truc sur son passé, même à chaque évocation de son passé, de son vrai nom. En fait, il ment sur son passé, il veut pas en parler, il le cache, tu vois. Ouais, à un moment, il y a un personnage d'Elle Fanning qui lui demande, là, ouais, je connais rien sur toi, ton passé, ta famille, tout ça. Puis en fait, lui, en mode, je ne veux pas en parler, je suis Bob Dylan, je suis un personnage. Et c'est vraiment ça, en fait, il se crée un personnage, ce n'est pas, et c'est pour ça qu'il a on ne captera jamais vraiment qui il est, quoi. C'est ça, en fait, Bob Dylan. D'où le titre, d'ailleurs, A Complete Unknown, c'est que personne ne sait vraiment qui est vraiment, je pense, Bob Dylan, quoi. Ou, contrairement à Johnny Cash, quand il avait fait le biopic sur Johnny Cash, voilà, il revient sur son trauma, ses origines, etc. Voilà. Mais là, je pense que James Mangold, il a eu l'intelligence de s'adapter au sujet, en fait, qu'il traite, tout simplement. Et c'est assez fascinant parce que on a ce personnage de Bob Dylan qui joue des rôles et qui refuse littéralement d'être dans des cases et qui se sent, comme tous les personnages de James Mangold, il se sent bloqué, en fait, comme je disais, plutôt que c'est les personnages un peu mangoldiens. C'est-à-dire c'est des personnages bloqués ou limités, soit physiquement, soit mentalement, ou dans ce qu'ils veulent faire, et qui vont s'émanciper d'une certaine manière. Et d'ailleurs, ce qui va lui apporter, admiration et aussi détestation, mais tu disais aussi que le film se finit sur un concert à la mode d'un biopic musical classique, mais ce concert, il est pas classique du tout. Parce que c'est quand même un concert où le mec se fait huer, quoi, il se fait balancer des trucs. En fait, il se fait à moitié huer, à moitié applaudir. C'est ça, mais c'est le moment où, en fait, il trahit, en fait, les fans de folk. C'est ça, ouais. Complètement, quoi. Et c'est pas tous les biopics qui finissent sur un mec sur leur star qui se fait quand même huer et il se fait balancer des trucs, quoi, tu vois, tu te dis. Juste pour la petite anecdote, quand il y a une meuf là qui lui crie Judas, il y a quelqu'un qui lui crie Judas, ça c'est pas dans ce concert-là, c'est un concert après. Mais ils l'ont mis dans ce concert-là, mais bon, ok. Oui, mais c'est pour symboliser un peu la trahison, quoi. Oui, c'est ça. Mais moi, je me demandais s'il y avait pas un truc un peu catholique, tu vois, dans la musique folk, dans le sens où, tu sais, l'électrique, c'est un peu le diable, machin, tu vois, c'est un peu la musique de l'enfer, et puis le folk, c'était très religieux, ouais. Ouais, il y a un côté comme ça, je crois. Enfin, j'avais un peu l'impression là. J'ai l'impression aussi. Après, je m'y connais pas du tout en musique folk, donc voilà, je veux pas faire le mec qui connaît. Mais peut-être du Judas, tu vois, je pense qu'il y a un délire avec la religion. Oui, mais même, enfin, je veux dire, le fait que Bob Dylan, ce qu'il incarnait pour la musique folk, c'est un genre de Jésus aussi, tu vois. Ouais. C'est symboliquement, c'est un peu ça. C'est le successeur de la musique folk, celui qui devait peut-être aussi Oui, le prochain Johnny Cash, quoi. Ouais, ok, ouais. Ouais, après, je sais pas du tout enfin, oui, en fait, un genre de, mais après, je crois qu'il y a eu plein de chanteurs de musique folk qui ont été
et qui sera célèbre, donc je sais pas qui était le plus célèbre, mais et voilà, je pense que c'était un peu ça qu'il devait incarner, et c'est pour ça aussi qu'on le traite de Judas, je pense, quoi. Et mais par contre, je comprends que des gens n'aiment pas le film dans le sens où c'est quand même une figure un peu repoussante quand même, Bob Dylan. Ah bah oui. C'est-à-dire que moi, je sais pas toi, mais c'est un mec qui est vraiment pas attachant pour le coup. Vu comment il traite les gens, tu te dis, je sais pas si je serais son pote, quoi, quand même. Ouais, là, genre il y a une meuf là, à un moment, il est avec une femme noire et qui lui dit je t'aime, il fait on veut se rencontrer. En plus, bah, il a un côté ultra décalé dans ses réactions, quoi. Il est vachement nonchalant aussi, comme ça. En fait, il en a rien à foutre. Ouais, t'as l'impression mais parce qu'en fait, on sait jamais vraiment ce qu'il pense, en fait. C'est ça. C'est, en fait, il réagit d'une manière dont on n'attend pas vraiment, tu sais, on dirait qu'il s'en fout de tout, ouais. C'est un peu ça, tu sais, on dirait que tu lui parles, il s'en fout de tout ce que tu lui racontes. C'est un peu, mais en plus, j'ai déjà rencontré des gens comme ça, en plus. T'as l'impression qu'ils s'en foutent de toi. Enfin, bref. Et je pense que ça peut être vraiment, vraiment repoussant parce que c'est vraiment parfois un connard et on sait pas vraiment pourquoi, qui c'est. Et voilà, c'est là où il se démarque aussi de certains biopics qui sont dans l'adoration totale de leur artiste. Ils sont en mode, allez, vraiment, c'est celui dit, mais là, c'est vraiment montré comme un connard, que ce soit avec Elle Fanning, avec Monica Barbaro, avec un peu tout le monde, tu vois, il est très antipathique, quoi. Et d'ailleurs, on est toujours un peu à distance de lui, parce qu'on peut pas pleinement le capter, ce personnage-là. Et je pense qu'il faut accepter aussi, et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui vont au cinéma et qui n'acceptent peut-être pas ça, et que je trouve ça un peu dommage. Ouais. C'est ça, et qui ne veut pas accepter de pas tout comprendre d'un personnage, tu vois, et il faut après c'est dur à accepter, quand même, d'accepter qu'un personnage soit repoussant et qu'on va suivre un personnage qui est pas empathique, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin, et bon, voilà, c'est comme ça, mais qui ont besoin d'empathie avec un personnage qu'ils vont suivre pendant 2 heures, quoi, pour le coup, quoi. Et bon, voilà, c'est un peu comme ça, quoi. Timothée Chalamet, du coup, interprète Bob Dylan. Il a fait 4-5 ans de préparation, parce que je crois que le film a eu du retard et tout, donc il a eu je sais pas combien de temps pour se préparer. Qu'est-ce que tu penses de Timothée Chalamet? Toi, t'es comme moi, en plus, t'es pas très très fan non plus de lui, de base. Pas spécialement, non. Il me dérange pas, hein. Mais je suis pas fan, quoi. Je l'ai pas trouvé incroyable dans aucune des prestations que j'ai vues. Mais je le trouve bon dans ce qu'il fait, quoi. Là, je le trouve bien. Je trouve bien. Je trouve qu'il incarne bien Bob Dylan, le côté, comme il disait, nonchalant, un peu rien à foutre et tout. Il le fait plutôt pas mal. Moi, je le trouve plutôt convaincant dans le rôle, en tout cas. Ouais, moi aussi je le trouve. Je trouve que c'est son meilleur rôle, en tout cas, de ce que j'ai vu de lui, pour le coup. Pour moi, il redore vraiment son blason petit à petit, parce que je l'aimais pas vraiment, tu sais, je trouvais même un peu surcoté. Et là, je trouve vraiment qu'il fait pas du mimétisme complet, vraiment horrible, à la Bohemian Rhapsody, où le mec, il lui met un dentier à Freddie Mercury et on entend à peine ce qu'il dit. Enfin, le mec est en train de, tu sais, ça devient un peu ridicule, tu vois, un peu à un moment, parce que, en fait, en vrai de vrai, il ressemble pas trait pour trait à Bob Dylan. Quand tu vois des photos de Bob Dylan, tu dis pas, peut-être Timothée Chalamet, il a la même tête, mais en fait tu l'acceptes, en fait, au début du film, tu dis, et c'est pas grave, en fait. Moi, je demande pas un biopic qui me fasse un truc copier-coller de l'artiste, parce qu'en fait, si tu connais l'artiste, forcément ça va te sortir à des moments, puisque Bob Dylan, il a pas des sosies partout. Enfin, tu vois, tu vas pas prendre un sosie de Bob Dylan pour incarner Bob Dylan. Et puis les moments où tu vas le voir qui joue pas Bob Dylan, ça va te sortir direct du truc, en fait. Du moment où tu vas avoir une petite fausse note, ça te sort direct du truc. Là, je trouve que voilà, Timothée Chalamet lui ressemble un peu quand tu mets ses lunettes, c'est un peu sa coiffure et tout, mais il est pas à fond dans le mimétisme, même si il a un vrai travail sur le chant, parce que c'est lui-même qui chante toutes les chansons quand même du film, donc il y a un côté vraiment authentique et vraiment il est bon dans le chant, quoi. Ouais. Timothée Chalamet dans le film, c'est vraiment impressionnant. Et mais moi c'est surtout ce qui porte quand même en lui, quoi. C'est vraiment le charisme mystique, en fait, du Bob Dylan, tu vois. C'est vraiment ce perso énigmatique. Il rentre dans une pièce avec sa tête, là, on dirait il est ailleurs, mais en même temps tu vois que lui, quoi. Et c'est aussi bien aussi, je pense, pour Timothée Chalamet de jouer un personnage détestable, pour le coup, parce que c'est un peu là aussi où on voit quand même des bons acteurs, c'est de pas justement jouer le genre de même rôle, et je pense qu'il a un peu cette volonté de jouer un peu pas mal d'autres choses, quoi. Et c'est un peu, j'ai l'impression que c'est à la suite logique de Dune 2. Oui, j'ai pensé quand tu disais ça, parce que Dune 2, c'est aussi, ça devient pas quelqu'un de très bien aussi dans Dune 2, quoi. Oui, même si au début il est pas, dans Dune 1 c'est pas du tout quelqu'un d'antipathique, Paul Atreides et tout, mais voilà, il glisse dans quelque chose d'un peu plus sombre et tout, et là vraiment il va vraiment dans le personnage un peu antipathique, et voilà, c'est un peu, ouais, voilà, moi je trouve que c'est sa meilleure perf pour le coup de tout ce que j'ai vu de lui. Après j'ai pas vu tous ses films, mais vraiment il est vraiment bon, quoi, dans le rôle, pour le coup, et ouais, je trouve qu'il vraiment il se métamorphose vraiment en Bob Dylan à certains moments, et ça marche plutôt bien, quoi. On parle aussi de sa relation avec les femmes, beaucoup dans le film, donc avec Monica Barbaro et Elle Fanning, de
on va le dire même aussi ses infidélités pour le coup, parce que bon, c'est un peu ça aussi le personnage de Bob Dylan, hein. Comme j'ai dit, il aime pas se mettre dans des cages, il aime pas s'enfermer dans des relations, donc forcément s'engager, etc. C'est pas du tout pour lui, il arrive pas du tout à se poser, quoi. C'est vraiment pas du tout ce genre de personnage là. Et les Fanning, Monica Barbaro, tu les as bien aimés dans le film, t'aimes bien leur personnage? J'ai vu, dans les Oscars, je crois que c'est Monica Barbaro qui est nommée. C'est ça, ouais. Mais moi, j'ai été plus touché par Ellie Fanning sur le coup. Je la trouve plus intéressante, son personnage et tout. Ouais, je sais pas. J'ai un peu plus préféré le personnage d'Ellie Fanning. Enfin, il m'a procuré plus d'émotions. Le dialogue de fin est pas mal entre Ellie Fanning et Bob Dylan, ouais. Le dialogue de fin est un peu touchant quand même, ouais. Monica Barbaro, le personnage de Monica Barbaro ressemble un peu à Bob Dylan en vrai. Il est aussi un peu. Oui. Il a un côté un peu mystique aussi. Enfin, déjà c'est une énorme star, machin. Oui, il se ressemble plus que le personnage d'Ellie Fanning. Mais après, je pense que, le film joue bien sur ça, c'est-à-dire que on a l'impression que, en fait, il a plus d'alchimie avec Monica Barbaro qu'avec Ellie Fanning. Bob Dylan, mais en même temps, je pense que c'est un peu fait exprès aussi, tu vois. C'est-à-dire qu'il se ressemble beaucoup avec Monica Barbaro et il y a une genre d'alchimie qui fonctionne plus, mais il y a un côté adoration-répulsion en fait entre eux qui est beaucoup plus forte aussi, tu vois. C'est-à-dire que t'as l'impression qu'ils sont beaucoup plus connectés, mais aussi qu'ils se détestent beaucoup plus, tu vois. Alors que pour le coup, Ellie Fanning, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus. Enfin, ils ont une relation beaucoup plus douce quand même si lui c'est un connard et tout. Maintenant, je trouve quand même le personnage d'Ellie Fanning un peu moins intéressant, c'est-à-dire que je trouve un peu plus fonctionnel que celui de Monica Barbaro, qui est qui a ses propres ambitions et qui est pas que défini par Bob Dylan aussi, quoi. Après, je trouve elle joue très bien, hein, Monica Barbaro, mais je trouve que Oscar c'est gros quand même, tu vois, de la nommer pour Oscar meilleure actrice secondaire. Je me dis quand même c'est un peu abusé, quoi, je trouve. pour moi, Timothée Chalamet, d'ailleurs on n'a pas dit est-ce qu'il mérite l'Oscar. Franchement, j'ai pas vu encore de Brutaliste, mais franchement, il démériterait pas, tu vois, pour moi. Alors que, pour le coup, j'étais pas parti gagnant, quoi. Mais Monica Barbaro, je trouve ça un peu gros, quand même. Ça me paraît un peu gros aussi. On a aussi un mec qui revient un peu de nulle part, parce que moi, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, c'est Edward Norton, qui joue Pete Seeger, Pete Seeger, voilà. Un chanteur de folk très connu, je crois, à l'époque, une énorme star aussi, hein. Mais c'est la génération d'avant, quoi, sur le coup. C'est ça, c'est un peu son mentor, en gros, quoi, dans le film. Il t'a plutôt touché, parce que beaucoup de gens étaient très touchés par le personnage de Pete Seeger. Je sais pas si j'ai été touché. En tout cas, il a un côté sympathique et tout, mais vers la fin, il m'a saoulé. Sur le coup, quoi. Parce que du coup, il est en opposition, forcément, avec Bob Dylan, quoi. Après, c'est vrai que c'est quelqu'un qui veut vraiment aider Bob Dylan et tout, qui est très sympa et tout. Ouais, après, Edward Norton le joue bien, en tout cas, clairement, il attire la sympathie, il est très et tout, il a une bonne tête et tout, voilà. Ça marche bien. Est-ce qu'il mérite d'être nommé aux Oscars? Ça, je suis pas sûr. Ouais, moi aussi, je suis pas. Après, Oscar secondaire, des fois, j'ai l'impression, Oui, c'est jamais des trucs de fou, quoi. Mais c'est jamais des trucs de fou, souvent. Soit t'as un mec qui est un peu, tu vois, qui sort du lot, ou un mec ou deux, et puis le reste, t'as l'impression de te dire, mais pourquoi celui-là spécialement plus que d'autres films dans l'année, tu vois. Je me dis, bon, ok, pourquoi pas, tu vois. Après, c'est un genre de mentor, voilà, pour Bob Dylan, et en fait, c'est un peu la représentation du genre folk qui va mourir, en fait, à cette période, et qui va être trahi, en fait, par Bob Dylan. Et ouais, en fait, Edward Norton, je le trouve touchant dans le rôle, vraiment touchant, c'est-à-dire que il arrive, en vrai, c'est plutôt un bon acteur, Edward Norton, mais bon, des fois, il se laisse un peu, il a un ego un peu surdimensionné, et ça prend un peu le pas sur le reste. Là, je trouve qu'il est vraiment bien en retrait, tu vois, il laisse vraiment le film se faire, et ouais, moi, je trouve. Après, Norton, c'est plus. Ce que tu dis, c'était il y a 15 ans. Bon, maintenant, il a vieilli. Non, mais bon, voilà, c'est pas quelqu'un qui est réputé pour être très. La dernière fois qu'il y a une histoire comme ça, c'est l'Incroyable Hulk, et depuis, il n'y a plus trop eu d'histoire comme ça. Ouais. Peut-être. Je t'avoue que j'en sais rien. J'ai pas vu toute sa film après. Il est dans tous les Wes Anderson. Après, tout le monde est dans tous les Wes Anderson. Je suis d'ailleurs dans le prochain. Ensuite, on va parler quand même de mise en scène, parce que le film est quand même, moi déjà je le trouve hyper beau. Déjà le film, je trouve. Après c'est James Mangold, donc voilà, mais moi je sais pas toi, mais je le trouve assez réussi visuellement quand même. Ouais. Après moi il y a rien qui m'a marqué spécialement. Enfin, je trouvais que c'était assez classique quand même dans sa réalisation sur le coup. Même s'il y a des fois quelques
ils s'amusent à faire quelques trucs, je pense notamment dans la salle d'enregistrement, là, quand ils enregistrent des chansons. Ça s'amuse à passer entre la salle d'enregistrement et la salle de contrôle du mixage, là. Sur le coup, la caméra, elle va de droite à gauche et tout, ça fait un peu un truc un peu différent d'habitude. Mais la mise en scène, je l'ai trouvé assez classique en général, quoi. Après, c'est vrai que c'est plutôt joli, oui, au niveau de moi, la photographie, je la trouve super belle, la photo. Déjà, il y a un super travail de reconstitution, mais bon, voilà, je pense que James Mangold, avec tous les films qu'il a fait, là, c'est, voilà, des westerns, etc. Et de toute façon, déjà, dans Walk the Line, il y avait déjà un très beau travail de reconstitution des années 50-60 aussi, c'était déjà très bien fait. Mais ici aussi, et elle est vraiment sublimée par une photographie qui est vraiment superbe. En fait, il me semble que c'est l'image numérique, j'avais entendu ils ont filmé ça en numérique, ils ont réimprimé ça sur pellicule, et du coup, ça lui donne un grain hyper spécial à l'image qui, en gros, imite à peu près l'image de ces années-là, en fait. Okay. Et je trouve qu'il y a vraiment des super jeux de lumière, en fait, dans le film, et vraiment, ça lui donne vraiment une ambiance vraiment typique de cette époque-là. Et je trouve que, voilà, la mise en scène, effectivement, elle est classique, mais pour moi, un sens noble du terme, tu vois, elle est vraiment à l'inverse de I'm Not There, mais je trouve que c'est intéressant de voir cette approche de cette mise en scène classique avec un personnage principal qui l'est pas du tout, en fait. C'est-à-dire que c'est un personnage dont, en fait, on le suit, on a l'impression qu'il a pas vraiment de but. En tout cas, on n'arrive pas du tout à capter son but. Et en fait, la mise en scène de James Mangold, elle est toujours au diapason de son sujet. C'est-à-dire qu'elle va jamais être ostentatoire ou quoi. C'est vraiment, passe sa caméra là où elle doit être. Et pour moi, c'est assez suffisant. C'est-à-dire, et de toute façon, il y a aussi Mangold, il a compris quelque chose. C'est comme je l'ai dit plusieurs fois, on peut pas capter Bob Dylan, mais du coup, on peut le capter à travers les autres. Il filme beaucoup les regards, par exemple. Il filme beaucoup les regards des gens sur Bob Dylan, sur ce qu'il voit en lui. C'est-à-dire, il y a beaucoup de plans sur Monica Barbaro qui le voit chanter, sur Edward Norton, sur ah oui, c'est vrai. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Woody Guthrie, donc qui est malade et qui est à l'hôpital et qui a une relation assez tendre avec Bob Dylan. Voilà, et c'est à travers ces regards-là qu'on va découvrir un peu Bob Dylan, mais de toute façon, on peut pas percer son masque. Donc voilà, mais en plus j'aime beaucoup les films qui jouent sur le regard. Et voilà, on filme du coup les effets de Bob Dylan sur les autres. Comme tu l'as dit, énormément de chants dans le film. Alors là, par contre, si les gens aiment pas la musique de Bob Dylan, aiment pas trop de chants, là, ils vont être, malheureusement, ils vont être un peu trop servis, je pense. Est-ce que tu penses qu'il y a pas un peu trop de scènes de musique quand même sur le coup? Ça m'a pas dérangé. Moi, pour moi, c'est ok. Bon, déjà, comme je trouve ça plutôt sympa, la musique de Bob Dylan, ça me dérange pas. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, et sur le coup, ça m'a assez marqué qu'il y en avait autant, quoi. Parce que des fois, ça dure genre, il parle 2 minutes et ça repart sur une chanson, quoi. Mais en vrai, je trouve que ça raconte quand même quelque chose, donc, ça m'a pas tellement dérangé au final. Faut dire quelque chose, il y a beaucoup de biopics musicaux qui sont des mines à jukebox. Et c'est vrai que c'est un peu pour mettre la musique et les gens vont s'ambiancer. Et je pense que le film a trop de musique. Voilà, pour le coup, je pense qu'à un moment, il y a un côté un peu répétitif, mais pour le coup, je trouve que le film aussi laisse le temps à la musique de se faire. C'est-à-dire qu'on a vraiment des morceaux entiers, quoi, de Bob Dylan, qui sont chantés, quoi. Tu vois, où le mec, il écrit sa musique, il va le chanter, il va la performer. Même si dans le film lui-même, ça peut être un peu long, je trouve que la musique est utilisée dans la narration. Bon, c'est pas un truc novateur, j'ai l'impression que les chansons sont assez courtes, quand même, enfin, moi, je sais pas ça dépend lesquelles. Ouais. Ça dépend parce que le concert de fin, les chansons sont plus courtes parce que ça veut dire il va pas faire 3 minutes chaque chanson parce que sinon là le concert il finit pas, quoi, tu vois, donc il fait voilà, mais par exemple au milieu du film il fait des chansons voilà de 3 minutes, quoi, tu vois, à certains moments voilà, il les chante, quoi. Et ce que j'aime bien, c'est que il y a quand même la musique, elle est vraiment utilisée dans la narration, même si c'est assez commun à des biopics musicaux où par exemple le mec il est triste donc il va chanter une chanson triste, voilà, ça va être l'album. Mais ici je trouve que c'est vraiment particulièrement bien utilisé pour représenter l'état d'esprit du personnage, de ce qui l'entoure, et il y a une vraie évolution musicale, quoi. C'est-à-dire que Bob Dylan au début, la première chanson qu'il chante, elle est pas folle. Tu vois, c'est pas même Timothée Chalamet, il a un vrai travail au niveau de la voix, c'est-à-dire que sa voix est pas parfaite au début et ça évolue vraiment au fur et à mesure du film jusqu'à la fin où vraiment il a une maîtrise totale, t'as l'impression de lui-même, quoi, que dans il s'assume complètement à la fin, ouais. C'est ça, et ça marche du feu de Dieu, quoi. Et les scènes de concert, t'as plutôt embarqué, surtout la scène de concert de fin, quoi. Moi, j'ai trouvé ça assez impressionnant. Ouais, c'est pas mal, hein. Sur le coup, c'est pas mal. Il y a du monde et tout, c'est vrai que c'est assez... Ouais, c'est vrai que c'est assez impressionnant, c'était bien filmé, c'était bien. Il est filmé un peu comme dans Walk the Line, c'est-à-dire... J'ai pas vu Walk the Line. Non, mais je dis dans Walk the Line, il est filmé un peu de manière intimiste. Tu vois, plus que spectaculaire, même s'il y a des plans sur la foule assez spectaculaires qui jouent sur les perspectives aussi, voilà, sur la
la profondeur de champ, et donc on a vraiment l'impression, en plus tu sais, il y a pas de, enfin j'ai pas l'impression d'avoir vu une foule numérique dégueulasse comme à la fin de Bohemian Rhapsody. À chaque fois je reviens sur Bohemian Rhapsody, c'est un peu dessus, mais voilà. Mais c'est surtout la manière dont les films de manière assez intimiste, comme dans Walk the Line, c'est-à-dire qu'ils filment surtout les visages du chanteur ou des chanteurs qui chantent, quand ils chantent avec Monica Barbaro, tu sais, ils sont souvent de dos, et on voit leur visage un peu de profil, tu sais, qui se regardent et qui sont tout le temps en train de chanter, et la foule en fond, tu vois, avec la lumière en plein sur eux. Bah, c'est assez, c'est peut-être là où on est le plus intime avec Bob Dylan, en fait, finalement, maintenant que j'y pense. C'est peut-être ces scènes de concert, en fait, qui sont filmées. Ouais, c'est sur la scène quand il chante, ou avec Monica Barbaro, tu sais, quand il y a ce moment hyper intime avec elle, où il y a Elle Fanning qui les voit aussi, comme je dis, qu'il y a tout un truc avec le regard, et qui voit sa relation avec Monica Barbaro, alors, enfin, qui sait, évidemment, qu'il y a eu un truc entre eux, et qu'il y a un truc entre eux, et qui ne peut pas supporter, et qui part, mais ce moment-là, il est super, quoi, parce que là, on capte vraiment quelque chose de l'intime de Bob Dylan, mais j'ai l'impression qu'on capte, en fait, plus l'intime de Bob Dylan à ces moments-là que, en fait, dans les autres moments, et c'est ça là où il est fort, c'est qu'il capte les conflits des personnages dans ces moments de concert, comme dans Walk the Line, où il y avait ces moments où Johnny Cash chantait avec Reese Witherspoon sur scène, et voilà, c'est filmé exactement de la même manière, et ça fonctionne exactement pareil, je crois. Et voilà, quoi. Et d'ailleurs, le film, il est assez long. Pour le coup, il fait 2h20, mais moi, je les ai pas sentis passer une seule seconde. Hein, ah ouais, pareil. Ouais, je suis étonné que tu me dises que ça dure 2h20, j'avais même pas vu. 2h15 ou 2h20, mais en tout cas, il dure vraiment plus de 2 heures, mais il est vraiment ressenti 1h30, quoi. Ouais, il passe super bien. Hein. Sur le coup, il marche bien. Super bien, voilà, pour le coup, il est vraiment. Bah, après, je pense que James Mangold, il est, voilà, il fait des films. Enfin, j'ai jamais eu de longueur vraiment dans ses films, je pense. James Mangold, tu vois, maintenant que j'y pense. Même Walk the Line, il fait 2h30 et vraiment, il passe vite. Il passe plutôt vite. Bon, peut-être, si quand même Indiana Jones, c'est peut-être un peu long, quoi. Mais après, bon, c'est pour d'autres problèmes, quoi. Mais vraiment, ces films, Identity et tout, c'est vraiment Copland et tout, c'est vraiment quadrillé, quoi. Ça, c'est vraiment super rythme, quoi. Ouais, non, ça passe bien. Hein, là, moi, j'ai pas vu le temps passer, hein, vraiment. J'étais bien dedans. Et pour le coup, nous qui nous plaignions de la sélection des Oscars, moi je pensais pas que ce serait un de mes films que finalement en fait j'aime plutôt bien dans la sélection des Oscars des meilleurs films, tu vois. Au final, je me dis bon, tu vois, si bon, il remportera pas meilleur film hein, évidemment, mais tu vois, je me dis bon, écoute, tu vois, il est plutôt dans le panier haut, en tout cas des films qui ont été sélectionnés aux Oscars pour moi, clairement. Bon, pour moi c'est deux substances qui est sur la lune, hein, voilà, pour moi, mais quand même après, j'ai pas encore vu de Brutalisme, mais il est vraiment pas loin, quoi, tu vois. Après, je trouve dans tous les films qu'on a eu, quoi. Et c'est vraiment pas vraiment un biopic intéressant, et vraiment James Mangold, enfin pour moi, encore une fois, je trouve que c'est un des meilleurs artisans de Hollywood, hein, et je pense que ça va être triste parce que je me dis, mais le jour où il va plus être là, parce que en fait j'ai l'impression que là, peut-être je m'éloigne du sujet, mais c'est peut-être intéressant, mais j'ai l'impression que des artisans un peu comme lui, il y en a pas beaucoup, en tout cas il y en a pas de nouveaux, tu vois. Je me dis peut-être, bon, c'est pas qu'il est pas vieux, donc je pense il pas est pas vieux de fou. Donc je pense pas qu'il va tu vois, il va disparaître maintenant, mais je me dis, c'est vrai que tu vois, le système hollywoodien de gros films aussi à divertissement, de gros films biopiques ou de films de blockbuster, il y a pas beaucoup d'artisans aussi bons que lui, quoi, tu vois. James Mangold, et peut-être qu'il y en avait plus à l'époque, des Ron Howard, des trucs comme ça, tu vois. Ouais, je pensais à Ron Howard en plus, ça me faisait penser un peu. Peut-être il y en a un peu moins maintenant, c'est beaucoup plus des yes man qui ont vraiment rien à mettre dans leur film, tu vois, alors que là tu vois, James Mangold sur Star Wars, je pense qu'il peut vraiment faire un truc, vraiment un film de divertissement hyper bien cadré, quoi. Ouais, je pense aussi. Il carré à faire un bon film, ouais, sans que ce soit Yes Man, mais sans que ce soit peut-être trop. Genre, Ryan Johnson, il a peut-être une vision trop, tu vois, ça divise, quoi. Alors que Mangold, lui, je pense, il peut plus rassembler, quoi, autour de ce qu'il fait. Sa mise en scène est hyper classique, voilà, et je pense que, voilà, elle s'associe à à tout le monde, quoi, tu vois. Est-ce qu'il n'y a pas James Wan un peu dans ce truc-là? Oh non, James Wan, comme il a je dirais pas que c'est un artisan, James Wan. Je dirais que c'est plutôt un mec qui a une patte quand même assez. Enfin voilà, c'est quand même ces films, c'est des produits de James Wan, quoi. Ouais. Okay. Quand tu vois Aquaman ou Malignante ou quoi, tu te dis bon, c'est pas un artisan qui fait ça. Tu te dis c'est trop marqué, quoi. Enfin bref, voilà. Est-ce que t'as peut-être quelque chose à ajouter sur A Complete Unknown? Non, pas spécialement. Qu'est-ce qui sort cette semaine, Mister? Eh bien, cette semaine, il sort Paddington au Pérou, donc le 3e film de la saga Paddington, et Maria avec Angelina Jolie.
C'est ça, donc deux films très très proches l'un de l'autre, donc un biopic sur un vrai Calas qui chante et un ours qui va au Pérou. On va parler de Paddington au Pérou la semaine prochaine et on se retrouve très bientôt aussi pour les news, donc n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles selon votre plateforme d'écoute, ça fait toujours plaisir et c'est super pour le référencement, donc n'hésitez pas à nous suivre aussi sur toutes les plateformes d'écoute. On est disponible sur Acast, sur Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, Deezer, Google Podcast, YouTube, on est partout, voilà. Donc suivez-nous un peu partout et sur les réseaux sociaux @la nuit des sorties, donc sur Twitter, sur Instagram, sur Blue Sky, sur TikTok et on se retrouve très bientôt, Ista. À bientôt. Allez, ciao.